Bonjour à tous. Bonjour. Bon, là, vous êtes une trentaine de participants. On peut déjà commencer sur cette slide. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire dédié aux collectivités sans réseau de chaleur et également à leurs accompagnants. Donc, le webinaire va commencer. Il dure jusqu'à midi et demi. Et la dernière demi-heure est un temps d'échange. On a voulu faire un format un peu plus long pour que vous ayez vraiment le temps de poser vos questions. Évidemment, si vous avez besoin de partir à midi, n'hésitez pas, tout est enregistré. Vous avez un chat, hein, pour poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Alors, si des questions nous semblent pertinentes à poser en direct, on les posera, on prendra la parole pour vous, comme vous êtes assez nombreux. Sinon, on les gardera pour la fin et vous pourrez prendre la parole. Et puis, on fera aussi une restitution des questions et une synthèse des questions qui sont posées dans le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser ce chat. Euh, les sondages, alors là, on vous en pose un. D'ailleurs, je vais vous partager les résultats. Hop. Il y en aura deux autres durant la présentation, donc qui sont anonymes, hein, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et c'est intéressant pour vous et pour nous de récolter cette information. Donc là, on voit, normalement, vous voyez à l'écran qu'il y a donc aujourd'hui des élus, des agents, mais également des animateurs et CCRT qui sont présents, deux économes de flux et trois personnes qui ont un autre statut. Donc, n'hésitez pas à nous le partager aussi dans le chat, qu'on sache à quelle structure vous appartenez. Et puis, est-ce que vous connaissiez déjà les outils existants? Plutôt à 65% connaissance du CEREMA et d'Amorce, très bien, 41% France Chaleur Urbaine, qu'on est présents tous les trois. Le Fonds Chaleur bien identifié, les relais locaux aussi, a priori, à 53%. Et d'autres outils sont aussi connus, nous pareil. N'hésitez pas à nous les citer dans le chat, les outils qui n'auraient pas été cités. Merci d'avoir répondu à ces questions. Hop, je ferme mon onglet sondage. Alors aujourd'hui, hop, j'accepte, excusez-moi, les deux participants. Le programme est assez chargé puisqu'on essaye de faire de manière synthétique au possible et pédagogique, de vous donner toute l'information pour démarrer un projet de réseau de chaleur et en tout cas savoir si vous souhaitez le démarrer ou non. Donc, on vous fait un petit contexte sur les réseaux de chaleur. On vous présente les acteurs qui peuvent vous accompagner, le fonctionnement d'un réseau de chaleur, quelques exemples. Et puis, on passe aux outils pour identifier les opportunités sur votre territoire, les étapes pour le montage d'un projet de réseau de chaleur, les aides financières, ça nous a été aussi demandé lors de votre inscription, le portage du projet et les modes de gestion. Et puis, on vous explique comment poursuivre ensemble l'étude d'un projet de réseau de chaleur sur votre territoire et on échange, comme précisé tout à l'heure. Voilà ce qui nous attend. Les intervenants, donc, je suis Léa Landrieux, je travaille avec Florence Lévy sur l'outil France Chaleur Urbaine et je suis chargée de déploiement. Florence est l'intrapreneuse du projet. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous, du coup, Cindy Melfort côté CEREMA et projet en réseau et Étienne Babot pour l'association Amorce. Alors, je vais laisser la parole à Florence qui va vous donner quelques éléments de contexte très synthétiques sur les réseaux de chaleur. Merci Léa, bonjour à tous. Donc en effet, je vais poser un peu le contexte, mais Étienne et Cindy détailleront certains aspects dans les slides suivantes. Donc juste un petit rappel sur ce qu'est un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est un système de canalisation qui permet d'acheminer vers un ensemble de bâtiments de la chaleur qui est produite localement à partir d'énergies renouvelables et de récupération. Donc c'est vraiment un mode de chauffage centralisé à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. En France, aujourd'hui, on a à peu près 1000 réseaux de chaleur avec un taux d'énergie renouvelable et de récupération qui est légèrement supérieur à 66%. Et grâce à l'exploitation de ces énergies, les réseaux de chaleur, ils ont un contenu CO2 qui est réduit par rapport au gaz ou fioul. Donc, si on regarde en analyse du cycle de vie, donc en prenant en compte toutes les émissions, le contenu CO2 des réseaux de chaleur, il est environ 2 fois inférieur à celui du gaz et 3 fois inférieur à celui du fioul.
Alors, quelles sont les énergies qui alimentent ces réseaux? La principale énergie de récupération qui alimente les réseaux, c'est la chaleur qu'on exploite des UIOM, donc des unités d'incinération des ordures ménagères. Donc, on récupère la chaleur issue de cette incinération et c'est 29% du mix énergétique des réseaux de chaleur. En deuxième position vient l'exploitation de la biomasse, donc des grosses chaufferies qui alimentent les réseaux. Et puis ensuite, la géothermie. Donc ici, on est sur de la géothermie profonde. Et puis, en complément à ces énergies renouvelables et de récupération, il y a encore une part de gaz naturel qui est surtout utilisé en appoint pendant les périodes où les besoins en chaleur sont les plus importants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le taux d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur, il augmente d'année en année. Donc en 2012, il était de 37%. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 66%. Et puis l'objectif, c'est bien sûr de continuer à augmenter cette part d'énergie renouvelable et de récupération. Il y a des objectifs qui sont ambitieux, qui sont fixés pour les réseaux de chaleur par le gouvernement, notamment dans le cadre du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque l'objectif, c'est de tripler les livraisons de chaleur par les réseaux en 2035 par rapport à 2022 et de porter la part d'énergie renouvelable et de récupération à 80% en 2035. Donc, pour atteindre ces objectifs, bien sûr, il va falloir travailler sur les réseaux existants, les densifier, les étendre, les verdir, mais il va aussi falloir créer de nouveaux réseaux de chaleur et il y a un potentiel pour cette création de réseaux dans de nombreux territoires. Un petit mot sur France Chaleur Urbaine également. Donc, dans ce contexte, France Chaleur Urbaine, c'est un service qui a pour objectif de faciliter et d'accélérer le développement des réseaux de chaleur. C'est un service du ministère de la Transition écologique. Donc, on agit selon différents leviers d'action. D'abord, on fait un gros travail de centralisation des informations et des données des réseaux pour que n'importe qui puisse accéder à ces données des réseaux de chaleur et mieux connaître les réseaux. On travaille aussi enfin, on assure aussi la mise en relation avec les gestionnaires des réseaux de chaleur. Donc, n'importe qui veut se raccorder à un réseau de chaleur peut passer par notre plateforme pour qu'on le mette en relation avec le gestionnaire du réseau. Donc là, c'est vraiment une simplification des démarches parce qu'autrement, il était difficile de savoir à qui s'adresser pour se raccorder. Et puis, on crée des outils à destination de l'ensemble des parties prenantes. Donc, nos outils, c'est notre carte. On a également la possibilité de tester en masse un grand nombre d'adresses. Et puis récemment, on a mis en ligne un nouvel outil, donc à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales, qui vise à sensibiliser les collectivités, notamment les élus, au potentiel de création d'un réseau de chaleur sur leur territoire. Donc certains d'entre vous sont présents à ce webinaire aujourd'hui suite à l'utilisation de cet outil. L'idée, c'était vraiment d'avoir un outil extrêmement simple qui permette de visualiser en un clic le potentiel de création d'un réseau sur un territoire et puis surtout de pouvoir déposer ses coordonnées pour être accompagné pour aller plus loin. Et je vais laisser Léa vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé. Oui, alors, j'essaye de mettre la page un peu plus grand. Donc, sur le site France Chaleur Urbaine, vous avez un onglet collectivité exploitant et tout en bas, vous avez pas encore de réseau, testez votre potentiel qui vous amène sur cette page qui vous permet, en indiquant le nom de votre commune, d'accéder à une synthèse du potentiel. Donc avec des informations très synthétiques sur votre gauche et trois couches que Cindy vous représentera puisqu'il s'agit de couches du CEREMA d'un réseau de potentiel, donc des couches fort potentiel, zone à potentiel et les besoins en chaleur bâtiment par bâtiment. Si vous souhaitez, vous pouvez laisser votre email. Ça permettra pour nous de vous identifier et de vous contacter pour aller plus loin avec la mise en relation avec un interlocuteur local pour vous accompagner dans ce projet. Voilà. On voulait aussi vous rappeler les raisons pour lesquelles il est intéressant de créer un réseau de chaleur avant de rentrer dans le comment. Les réseaux de chaleur permettent d'exploiter des énergies renouvelables et de récupération locale, hein, comme vous l'a présenté Florence avec le mix énergétique moyen des réseaux de chaleur. Ça permet d'avoir des solutions de chauffage qui sont faibles en émissions de gaz à effet de serre et en émissions de particules fines. Le prix de la chaleur est en moyenne plus stable que ceux des énergies fossiles et donc plus compétitif. Et ça permet de créer des emplois locaux qui sont non délocalisables. On vous a mis un exemple à droite sans rentrer trop dans le détail, mais qui vous permet de comparer le prix moyen suivant le mode de chauffage. Et donc, on voit que si on prend le prix moyen des réseaux de chaleur en France, il y a une économie de 800 euros par an par rapport à un logement qui serait au gaz collectif.
Après, évidemment, il faut comparer réseau par réseau. Tous n'ont pas les mêmes tarifs et mix en fonction du mix énergétique. Mais voilà, ça vous donne une idée un peu globale. Alors, avant de donner la parole à Cindy du CEREMA, on voulait vous demander, je vais vous afficher un nouveau sondage. Euh, Hop, je vais aller le chercher, pardon. On voulait vous demander quels étaient les principaux freins pour euh, pour vous lancer dans un projet de réseau de chaleur. Donc, quels sont les freins ou craintes que vous pourriez avoir dans votre projet de réseau de chaleur? Vous pouvez sélectionner plusieurs options. Est-ce que c'est des craintes ou des freins plutôt financiers, des craintes de temps en interne, des craintes en termes de compétences techniques, le calendrier électoral aussi qui peut être pris en compte? Est-ce que c'est une question d'acceptabilité locale, réticence interne, disponibilité foncière ou autre? Toujours intéressant pour vous aider de bien comprendre les freins que vous pourriez avoir. Je vous laisse quelques secondes pour répondre et regarder tranquillement. Donc, je vois que ça répond encore, donc je ne vais pas vous couper le clic. On a 20 réponses sur 34 participants, 23, 24. C'est vrai qu'il y a quelques lignes à lire. Allez, merci pour vos réponses. Je vais couper le sondage à 25 réponses sur 34 et je vais vous montrer les résultats. Hop, normalement, vous les voyez. Euh, du coup, les freins principaux, compétences techniques, financiers et temps en ressources humaines. Et puis viennent après quand même quelques freins au niveau du calendrier, l'acceptabilité locale, disponibilité foncière. Voilà. Merci pour vos réponses. Et puis je donne la parole à Cindy. J'active mon micro. Ben, bonjour à tous. Oui, bah, du coup, je rebondis un petit peu là sur le sondage que vous venez d'avoir, hein, sur beaucoup les craintes ou les freins évoqués sur les compétences techniques. Donc, ça tombe bien, je vais vous parler un petit peu des acteurs pour vous accompagner parce qu'effectivement, ça peut être des sujets qui sont complexes. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui qui peuvent vous appuyer dans ces projets à différentes étapes. Donc, c'est ce qu'on va aussi balayer dans ce webinaire. Pour démarrer, on voulait évoquer une mission qui existe aujourd'hui depuis 2019, qui est faite par Amorce et le CEREMA, qui est financée par l'ADEME. C'est une campagne en fait de sensibilisation des communes qui n'ont pas aujourd'hui de réseau de chaleur pour voilà essayer un petit peu de présenter c'est quoi cette filière, c'est quoi un projet réseau de chaleur, les différentes étapes et puis commencer un peu à analyser les opportunités sur un territoire. Donc ces sensibilisations, comme elles sont financées par l'ADEME, elles sont gratuites pour toutes les communes. On se répartit entre Amorce et le CEREMA de manière géographique. Donc vous avez ici hein, les zones un petit peu qui concerne voilà, le CEREMA et Amorce. Il y a des référents sur chaque zone. Côté CEREMA, voilà, moi-même avec d'autres collègues qui sont plutôt basés en Hauts-de-France et région Grand Est. Et puis Amorce, ben, vous avez Étienne qui est ici, voilà, qui suit aussi ce dispositif. Bien évidemment, ces sensibilisations, on les mène avec les acteurs qui sont déjà en place dans les territoires, qui sont vos acteurs de proximité, qui peuvent être multiples en fonction, bah, si on a la présence d'un contrat à chaleur renouvelable territorial sur votre commune. Donc là, on peut avoir des animateurs spécifiques qui ont une gestion déléguée du fonds chaleur, donc qui vont être vos interlocuteurs privilégiés sur le long terme pour vous appuyer tout au long du projet, puisque nous, on va arriver plutôt sur des étapes de sensibilisation, opportunités côté CEREMA à Amorce, donc plutôt pour déclencher des projets, alors que sur les animateurs, ils vont être là sur le long terme. Donc vous avez ces opérateurs de contrat chaleur, les DRADEN, bien évidemment, qui vont être vos interlocuteurs pour tout ce qui est financement, on y reviendra. Vous avez aussi tout un réseau historique sur l'animation bois-énergie.
avec en tête le CIB, c'est tout ce qui est les associations FIBOA notamment, hein, qui sont dans beaucoup de territoires, que vous pouvez solliciter, notamment sur les projets biomasse. Et puis, de plus en plus, on va retrouver des animateurs sur des filières que Florence vous a présentées, qui sont aussi mobilisés sur les réseaux de chaleur, notamment la géothermie. Alors voilà, ça se déploie progressivement dans les régions. Vous avez aussi des réseaux sur le solaire thermique. Par exemple, on peut citer Atlansun sur la partie ouest. Donc voilà, hein, des interlocuteurs variés en fonction un petit peu des cibles que vous allez toucher sur les filières, par exemple, que vous allez mobiliser sur la présence ou pas d'un contrat chaleur. Donc, enfin, on y reviendra sur les suites. On pourra aussi vous mettre en relation avec ces animateurs. Alors, je vais revenir rapidement sur le fonctionnement d'un réseau de chaleur. Florent vous a déjà un petit peu expliqué hein, le principe d'un réseau de chaleur, donc un chauffage centralisé qui est plutôt à l'échelle d'un quartier. Alors, en numéro un, vous avez une chaufferie qui va mobiliser un certain nombre d'énergies. On a de l'appoint, voilà, qui sont plutôt les énergies fossiles aujourd'hui, souvent du gaz, mais le but, c'est que l'énergie majoritaire, ce soit une énergie renouvelable ou de récupération. Donc, on a mis là dans l'encadré les grandes énergies aujourd'hui qu'on va venir mobiliser sur un réseau de chaleur. Et l'intérêt du réseau de chaleur, c'est qu'on va venir justement mobiliser des filières qu'on ne mobiliserait pas tout seul. Typiquement, valoriser la chaleur fatale d'une industrie ou d'une usine d'incinération. Un projet pour un seul bâtiment, ça ne fonctionnerait pas, ou de la géothermie profonde, etc. Donc, ça permet de massifier aussi le développement des énergies renouvelables, puisque vous allez avoir un site qui va venir alimenter plusieurs bâtiments. Donc, vous allez avoir tout un réseau de canalisation avec une canalisation à ligne, canalisation retour. Donc, c'est le numéro 2 qui va arriver en pied d'immeuble au numéro 3 via une sous-station. Vous verrez des photos que Étienne va vous présenter juste après pour voilà, vous donner une idée à quoi ça ressemble. Et évidemment, l'idée, c'est de valoriser des énergies qui sont présentes localement sur le territoire. On a aussi évoqué le réseau de chaleur, c'est un outil qui est local, donc ça permet aussi aux décideurs de reprendre la main sur les questions énergétiques. Aujourd'hui aussi, dans un contexte où on a une volatilité des prix, notamment des énergies fossiles, donc d'avoir ce type d'outil, ça nous permet de maîtriser le coût et puis d'avoir voilà cette reprise en main de cette question énergétique. C'est un outil aussi qui peut évoluer dans le temps. Donc aujourd'hui, on peut établir un premier périmètre de réseau de chaleur, mais demain, on peut densifier ce réseau, on peut l'étendre. C'est aussi les missions qui ont été évoquées par France Chaleur Urbaine, justement, de pouvoir raccorder de nouveaux bâtiments sur des tronçons existants. Et puis, raccorder plusieurs types de bâtiments, du public, du privé, aussi tout ce qui est traité des questions de précarité énergétique avec ces enjeux aussi de stabilité du prix. Voilà un petit peu, en gros, c'est les différents points sur ce réseau. Peut-être quelques photos pour illustrer et je vais laisser Étienne, voilà, vous montrer un petit peu en vrai à quoi ça ressemble tout ça. Alors, pour rentrer un peu dans le concret, je vais vous montrer quelques images de réseaux de chaleur qui existent déjà sur le territoire. Il y en a déjà 1000 en France, à la fois sur des petites communes, des moyennes communes et aussi des grandes communes. Alors, la partie vraiment réseau de chaleur, c'est le réseau de canalisation qui vient alimenter plusieurs bâtiments dans une ville, à la fois des bâtiments tertiaires et des bâtiments résidentiels. Et quand on parle réseau de chaleur, on parle aussi conduite, et les conduites vont toujours de pair. On a un réseau aller et un réseau retour. En fait, ce sont des conduites en acier où circule de l'eau chaude en général entre 60 et 100 degrés dans les conduites. Ce sont des conduites qui sont isolées avec un isolant, c'est la partie jaune que vous voyez sur la photo de droite, qui circulent sous la chaussée et qui viennent alimenter bâtiment par bâtiment pour transporter la chaleur de l'unité de production, donc soit la chaufferie biomasse, l'unité d'incinération des déchets, vers les différents bâtiments. En fonction de la taille et des demandes en chaleur des bâtiments, les réseaux sont de plus en plus gros et en fonction des quartiers, vous avez des tailles différentes de diamètre de ces réseaux en acier qui circulent sous la chaussée. Quelques images supplémentaires. Maintenant, je vous montre
à quoi ressemble une sous-station? C'est la partie où le réseau vient alimenter le réseau de chauffage d'un bâtiment. Donc, sur votre gauche, vous avez un exemple d'une copropriété qui est venue se raccorder au réseau de chaleur. Donc, on a la conduite qui raccorde depuis le réseau de chaleur urbain côté commune et qui vient transpercer le mur et arriver jusqu'à la chaufferie existante. Donc, l'ancienne chaufferie où on avait une chaudière gaz ou une chaudière fuel, par exemple, ou des échangeurs, c'est ce que vous voyez en bleu sur l'image de droite, viennent échanger la chaleur du réseau de chaleur urbain avec le réseau de radiateurs et le réseau d'eau chaude sanitaire du bâtiment, donc un réseau qui était déjà existant sur ce bâtiment. En fait, on met en lieu et place des chaudières existantes, des échangeurs de chaleur pour pouvoir alimenter les différents bâtiments. Ça prend un peu moins de place qu'une chaudière gaz existante bâtiment par bâtiment. Et le bâtiment chaufferie, on lui change le nom, on appelle ça une sous-station pour pouvoir délivrer la chaleur dans les bâtiments. Ensuite, je vous montre quelques images d'unités de production. Donc, France Chaleur Urbaine et Cindy vous ont présenté un petit peu les différentes possibilités de produire la chaleur. Dans les grandes villes qui historiquement se sont lancées dans les réseaux de chaleur, on voit souvent en unité de production l'incinérateur de déchets ménagers qui vient alimenter en chaleur le réseau de chaleur existant. On a encore quelques incinérateurs qui se raccordent à de nouveaux réseaux de chaleur et qui permettent d'alimenter plutôt des villes moyennes ou grandes en chaleur. On peut aussi alimenter notre réseau de chaleur avec de la chaleur fatale industrielle. Un exemple, c'est dans la ville de Vienne, en Isère, l'usine Yoplait alimente le réseau de chaleur avec la chaleur fatale de l'industrie qui était jusqu'à maintenant renvoyée directement dans l'air sans être réutilisée. Donc on vient réutiliser la chaleur du processus industriel pour pouvoir chauffer les logements et les bâtiments tertiaires à proximité. Deuxième source possible de chaleur, on a la géothermie. Donc, la géothermie, une première source de géothermie qui est la géothermie profonde, qu'on retrouve surtout sur des grands réseaux de chaleur avec beaucoup de besoins énergétiques. Euh, Souvent en Île-de-France ou dans le bassin aquitain, où on vient puiser de la chaleur dans une nappe naturellement chaude. Donc en Île-de-France, le Dogger, où on vient puiser de la chaleur est en général autour de 70 degrés. Donc on vient chercher de la chaleur naturellement chaude à 70 degrés pour pouvoir alimenter le réseau existant. La géothermie profonde est plutôt adaptée pour des grands réseaux de chaleur avec beaucoup de demandes en chaleur. Et on a d'autres types de géothermie, notamment la géothermie de surface, qui peut alimenter plutôt des plus petits réseaux de chaleur, puisque la température réutilisée sur la géothermie de surface est un peu plus faible que de la géothermie profonde. Donc, quelques exemples. Sur la droite, vous avez une image de la ville de Saint-Gingolph, de la commune de Saint-Gingolph, au bord du lac Léman, qui utilise l'eau du lac Léman pour pouvoir chauffer en partie ces bâtiments sur son territoire, à la fois des maisons individuelles, des immeubles, mais aussi des bâtiments communaux. Vous avez d'autres types de géothermie qui peuvent alimenter en partie les réseaux de chaleur. C'est la géothermie sur sonde ou la géothermie sur nappe. Et dans certains cas, de la géothermie sur les stations d'épuration. On vient récupérer la chaleur sur les eaux usées pour pouvoir alimenter en partie le réseau de chaleur local. Troisième source possible de chaleur sur les réseaux, c'est le solaire thermique. À gauche, vous avez un exemple de la centrale thermique de Pont, qui est une commune de Charente-Maritime, qui a beaucoup de besoins en eau chaude sanitaire, surtout en été, pour la piscine, pour le gymnase,
pour le lycée et pour le SDIS local et qui permet du coup, avec du solaire thermique, de chauffer en partie le réseau de chaleur et l'eau chaude sanitaire sur ce réseau de chaleur. Et à droite, vous pouvez aussi avoir des dispositifs de solaire thermique en toiture ou en ombrière qui peuvent alimenter des réseaux de chaleur. Là, c'est l'exemple de Voret. Et quatrième source possible d'énergie sur les réseaux de chaleur, c'est le bois énergie qu'on retrouve en chaufferie collective. En fait, on a des grandes chaufferies collectives qui alimentent le réseau de chaleur via la combustion du bois, donc différentes sources possibles de formes de bois. C'est en général sur des réseaux de chaleur, c'est du bois en plaquettes, c'est du bois déchiqueté ou des bois connexes ou bois déchets, donc des déchets de bois qui viennent alimenter des grandes ou moyennes chaufferies collectives. Donc quelques images de chaufferies collectives que vous avez sur cette slide qu'on retrouve en général en périphérie des villes pour pouvoir alimenter une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de bâtiments en chaleur via le réseau de chaleur. Voilà les différentes sources d'énergie et quelques images pour pouvoir vous représenter ce que sont les éléments d'un réseau de chaleur. Alors, je relaisse la main à France Chaleur Urbaine pour vous présenter un petit peu comment savoir si un réseau existe sur son territoire et où les retrouver. Oui, alors très rapidement, mais sur France Chaleur Urbaine, vous avez de nombreux outils, dont effectivement, alors c'est sur la page ressources, outils, et tout en bas de cette page, vous avez la liste des réseaux de chaleur. Donc tous les réseaux répondent à une enquête chaque année, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'informations sur, vous voyez, les 1003 réseaux en France. Et donc vous avez retrouvé ici un tableau que vous pouvez filtrer. Alors soit par une recherche par mot, mais soit avec des filtres ici. Si vous êtes intéressé par regarder ce qui se fait, soit dans votre région, soit sur une énergie en particulier avec même des filtres plus précis, si vous voulez, hein. Uniquement les réseaux qui ont un taux d'énergie renouvelable et de récupération supérieur à 94% par exemple. Et au sein même du tableau avec nos filtres, vous pouvez à nouveau classer chaque colonne. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous en saisir, sachant que si un réseau vous intéresse en particulier, en cliquant sur le nom du réseau, vous avez la fiche du réseau avec encore plus de précision qui remonte de l'enquête, le prix de la chaleur, le tracé précis du réseau et les contacts, sachant que si vous avez besoin d'un contact, on peut aussi vous mettre en relation. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part si besoin. Voilà. Alors, je reprends la main on a choisi de vous sélectionner 4 réseaux pour vous montrer un peu des exemples de différentes tailles, donc à la fois de petites, moyennes et grandes communes. Donc, premier exemple, c'est le village de Vassieux-en-Vercors qui compte 300 habitants et qui a décidé en 2011, avec l'aide de son syndicat départemental d'énergie, de créer un réseau de chaleur alimenté par du bois énergie pour alimenter à la fois des maisons individuelles, des logements collectifs, mais aussi les équipements de la commune qui étaient jusqu'à maintenant chauffés essentiellement en fioul collectif. Donc, un réseau de chaleur qui alimente 40 bâtiments différents, des clients qui sont à la fois publics comme privés, euh, qui ont permis de sortir du fuel collectif et se tourner vers le bois énergie avec un réseau de chaleur plutôt dense dans le village de Vassieux-en-Vercors. Deuxième exemple, c'est le réseau de ponts que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un réseau en Charente-Maritime. Donc, on voit un peu le tracé sur la droite de ce réseau qui alimente à la fois 2 lycées, un collège, une piscine municipale, la caserne des pompiers, un enseignement primaire et secondaire, et aussi les équipements de la mairie, ainsi qu'une maison de retraite sur le territoire. Donc, la commune de Pont
alimente en partie la chaleur de son réseau grâce à du solaire thermique, mais aussi une chaufferie bois collective qui se trouve à l'arrière du champ solaire thermique pour pouvoir alimenter son réseau de chaleur. Il y a 15 clients sur ce réseau. Troisième exemple, c'est la ville d'Auxerre, dans l'Yonne, qui alimente via une grande chaufferie collective une quarantaine de bâtiments, à la fois des grands ensembles, mais aussi des équipements publics, donc un hôpital, des différents établissements d'enseignement, avec du bois énergie sur son territoire. La commune d'Auxerre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait un premier réseau de chaleur sur son territoire qu'elle est venue étendre une trentaine d'années après, de 2 fois la taille de son réseau existant. Donc en fait, un réseau de chaleur, il est vivant et il peut s'étendre, il ne reste pas figé, on peut aller étendre et densifier les différents réseaux sur le territoire. Dernier exemple, c'est le réseau de Laval. Laval, de 50 000 habitants, avec un réseau de chaleur qui a été créé dans les années 70, mais qui continue de s'étendre chaque année et de se densifier. Il alimente environ 80 bâtiments sur le territoire, à la fois des équipements publics, mais aussi du résidentiel collectif, à la fois en copropriété, mais aussi des bailleurs sociaux sur le territoire. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux sites de production de chaleur, un au sud et un au nord, qui permet de valoriser de la chaleur industrielle sur ce réseau. Donc, c'est l'équivalent de 5000 habitants qui sont alimentés en chaleur via ce réseau de chaleur et des habitants qui étaient jusqu'à maintenant alimentés par du gaz collectif ou du fioul collectif sur ce réseau. Voilà quelques exemples de réseaux de chaleur que vous pouvez retrouver sur le site Franche Chaleur Urbaine. Il y en a 1000 en France. Et donc, vous pouvez à peu près tous les retrouver sur le site et regarder quels sont les réseaux que vous avez à proximité de vos communes. Je vais laisser la parole à Cindy pour vous expliquer quelles sont les clés pour identifier s'il y a une opportunité de créer un réseau de chaleur sur votre territoire. Oui, donc voilà, maintenant que vous savez tout ou à peu près tout sur les différents éléments d'un réseau de chaleur, l'idée c'est de voir est-ce que c'est opportun sur votre territoire de créer ce type d'infrastructure. Donc juste pour dire un petit peu les critères de pertinence pour développer un réseau, ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est les bâtiments dits structurants, donc ceux qui vont avoir quand même des consommations assez importantes. Donc, typiquement, ça va être surtout le secteur tertiaire, donc les équipements publics. Vous avez là des exemples, la mairie, un hôpital, une maison de retraite, tout ce qui est scolaire, donc école, collège, lycée, les équipements sportifs, piscine, gymnase, équipements culturels aussi, une médiathèque, un espace culturel, enfin voilà, tout ce genre de dispositifs qui sont aussi des fois intéressants pour une commune, on y reviendra, qui va porter le projet, puisqu'on retrouve quand même pas mal de patrimoine communal. Ensuite, on va avoir tout ce qui relève des logements. Il y avait une question tout à l'heure sur les particuliers. Alors, c'est vrai, quand on va regarder sur les logements, on s'intéresse en priorité aux logements qui vont consommer, donc typiquement les parcs sociaux. Donc, le bailleur social, si vous en avez sur votre territoire, généralement, c'est des infrastructures qui sont intéressantes à raccorder. Des copropriétés aussi, qui peuvent avoir des consommations aussi assez importantes, suivant le nombre de lots de la copropriété. Donc, on va regarder en priorité ce type de bâti. Et puis, bien évidemment, tout ce qui relève des équipements plutôt privés, les commerces, les bureaux, les industries, à la fois clients, mais aussi source de chaleur, comme on l'a présenté précédemment, puisqu'on a des industries qui émettent de la chaleur pour leur process et des industries qui ont aussi besoin de chaleur. Donc voilà, tous ces éléments peuvent être des clients. Donc par rapport à tous ces bâtiments un petit peu voilà, qui consomment quand même pas mal de besoins en chauffage, donc que ce soit chauffage et eau chaude sanitaire, on regarde les deux. On va regarder en fait les proximités entre eux. L'idée, c'est de se dire, dans un réseau de chaleur, ce qui coûte cher, c'est le génie civil, c'est les canalisations qu'on va tirer entre chaque bâtiment pour les raccorder ensemble. Donc, est-ce que je vais réussir à amortir ces canalisations?
Et donc pour ça, on regarde un indicateur qu'on appelle, nous, la densité thermique linéaire. On va ramener les besoins de chaleur au mètre linéaire à tirer pour construire ce réseau. Donc ça vous fait un indicateur en mégawattheure par mètre linéaire. Et donc aujourd'hui, on essaye de se situer autour de 1,5 mégawattheure par mètre linéaire. Autour de ça, sachant que voilà, sur des territoires plus ruraux, on peut descendre entre 1 et 1,5. Les coûts de voirie coûtent des fois un peu moins cher. Donc, on a encore cette gamme-là sur des territoires plus ruraux, mais on essaye quand même d'être autour de ces densités-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a aujourd'hui des outils voilà, en tout cas qu'on a travaillé, nous notamment en interne au CEREMA avec le projet en réseau pour essayer de définir ce qu'on appelle des zones d'opportunité. C'est un outil qu'on mobilise aussi pour les sensibilisations que j'ai évoquées précédemment, hein, qui sont conduites entre Amorce et le CEREMA, qui permettent en fait de dégrossir des secteurs sur votre territoire, de se dire, bah voilà, juste en un clic, est-ce que j'ai une zone qui apparaît sur mon territoire? Ces zones, juste pour dire un mot de la manière dont elles sont construites, parce que je crois qu'il y avait aussi une question, on regarde ce que je vous ai présenté précédemment, donc les besoins en chaleur des bâtiments, que ce soit chauffage, pardon, et eau chaude sanitaire, leur proximité entre eux, et puis la densité thermique. Donc en gros, c'est ces paramètres-là qu'on va regarder qui vont nous dire, bah, est-ce qu'on a des zones d'opportunité qui se dessinent. On a deux types de zones d'opportunité. Les zones à fort potentiel, où on regarde les bâtiments de plus de 300 MWh, et les zones à potentiel, où on regarde les bâtiments de plus de 100 MWh. Pour vous donner une idée, 100 MWh, ça peut être la consommation d'une école, par exemple. Donc là, c'est un exemple de support qu'on fait quand on fait des sensibilisations, donc en concertation aussi avec les acteurs locaux qui peuvent avoir suivi des démarches déjà sur la commune en question. Donc là, voilà, juste pour vous donner un petit peu une illustration. Donc là, on identifie plusieurs secteurs sur une commune qu'on va après zoomer pour aller un petit peu plus spécifiquement sur bah, quels bâtiments sont concernés. Donc là, justement, c'est la page d'après. Donc voilà, on va identifier, par exemple, sur un des secteurs là, que vous aviez en encadré, qui correspond à une zone d'opportunité. On va aller zoomer sur les bâtiments qui sont constitutifs de cette zone, donc les bâtiments qui consomment. On essaye de tirer un tracé pour relier tous ces bâtiments entre eux. Donc, c'est une proposition de tracé, ça nous estime un mètre linéaire. Et on regarde la densité thermique, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc là, typiquement, sur cette projection de réseau, on aurait différents types d'équipements. Des bâtiments donc, de la ville avec la mairie, l'école, deux écoles même, le gymnase et la piscine municipale, et puis un hôpital, des bâtiments du département avec le collège notamment, et puis des bâtiments de logement collectif, donc là avec notamment un bailleur social. Et puis un institut privé, qui est l'institut là, voilà, qui est mentionné, qui là est du privé. Donc on serait par exemple sur cette projection de réseau à une densité thermique de 1,9. Donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit avant, ça voudrait dire que ce serait intéressant de creuser la question sur ce secteur-là. Donc on verra après les étapes à suivre par rapport à cette étude d'opportunité. J'étais assez vite sur le projet en réseau. Si jamais vous voulez en savoir plus, on fait un webinaire le 6 février. Je fais une petite page de pub au passage. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire. Et vous avez le lien sur le projet en réseau avec toutes les méthodologies qui sont expliquées. Voilà, si vous voulez un peu plus rentrer dedans. Je laisse la parole sur les outils complémentaires en réseau avec ce qu'a développé du coup France Chaleur Urbaine et Avance. Oui, donc je vais dire un petit mot de ce qu'il y a de complémentaire sur la carte France Chaleur Urbaine qui peut vous intéresser aussi. Donc, vous allez trouver des données à l'échelle des bâtiments, donc sur les consommations de gaz à l'adresse, ce sont les ronds bleus, et également sur le mode de chauffage des bâtiments, donc avec l'identification des bâtiments chauffés au gaz collectif et au fioul collectif, puisqu'en effet, les besoins en chaleur, c'est des modélisations donc à l'échelle de bâtiments, mais qui n'intègrent pas le mode de chauffage. Alors, c'est vrai que sur un réseau de chaleur, on va pouvoir raccorder plus facilement les bâtiments qui sont déjà équipés d'un chauffage collectif.
Je tiens quand même à préciser que nous, on diffuse ces données qui sont en open data par ailleurs, donc diffusées soit par ailleurs par le ministère, soit par le CSTB dans le cadre des données sur les modes de chauffage. C'est des bases de données qui sont quand même pas exhaustives, surtout dans les territoires ruraux. Donc voilà, vous ne trouverez pas forcément ces éléments sur vos territoires, mais par contre, ça vaut quand même le coup de vérifier ce qu'il y a de disponible. Et puis on a un autre outil qui peut vous être utile, c'est que vous allez pouvoir tracer un réseau pour calculer une densité thermique linéaire le long de ce réseau. Donc, vous pouvez faire différents segments. Ici, j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà, vous pouvez ajouter euh, pour avoir un tracé de réseau qui vous semble réaliste. Et vous allez avoir directement la densité thermique linéaire le long de ce tracé sur les consommations de gaz à Daniel, l'adresse ou bonjour. sur les besoins en chaleur Ah, que montrait bon, Cindy. Voilà, j'entendais quelqu'un en parler, je ne sais pas si... Donc, je vous laisserai aller voir tout ça si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, je vais donner la parole également à Étienne, qui peut nous dire un mot de l'outil Amorce. Oui, côté Amorce, nous, on a développé un outil qui est plutôt à destination des relais locaux qui viennent vous accompagner ou en utilisant un outil SIG qui est QGIS, on peut aller faire le travail d'estimer les besoins de chaleur de chaque bâtiment en utilisant les données dans réseau et les données qui ont été présentées par Florence, mais aussi prendre en compte les données de consommation que vous pouvez nous donner sur votre territoire. Typiquement, vous avez bien les factures de consommation de l'école sur votre territoire, les factures de consommation de chaleur du collège sur le territoire via les services départementaux. Donc, on essaye de proposer le tracé du réseau de chaleur avec les bâtiments et les estimations quand on n'a pas de données et prendre en compte vos données locales dès qu'on a des données. Voilà, différents outils. France Chaleur Urbaine, c'est plutôt un outil vraiment qui est facile d'utilisation et facile à prendre en main. QGIS, c'est un peu plus difficile à prendre en main, mais dès qu'on en a pris en main, c'est très utile. Je vais relaisser la main à Cindy pour pouvoir présenter la suite. Oui, du coup, ce qu'on disait, c'est que donc là, on s'est intéressé uniquement aux besoins des bâtiments, donc les besoins en chaleur. Évidemment, la question après, c'est de se dire, bah, une fois qu'on a identifié un réseau qui serait intéressant d'un point de vue densité thermique, c'est comment je vais l'alimenter. On a évoqué hein, toutes les énergies qu'on pouvait mobiliser sur un réseau. Aujourd'hui, juste pour vous dire aussi que dans le cadre des financements auxquels vous pouvez accéder, on y reviendra, notamment des financements ADEME. Il y a une démarche qui est déployée au niveau national qui s'appelle le NR Choix et qui présente un petit peu un merit order dans la manière dont on va venir mobiliser ces énergies renouvelables. Donc, évidemment, le premier prisme, c'est la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique. Donc, de se dire aussi, quand on se lance dans un projet de réseau de chaleur, faut aussi avoir en tête si on a des rénovations qui sont prévues sur notre patrimoine ou sur des bâtiments du territoire, puisqu'aujourd'hui, avec tout ce qui est voilà, isolation, etc., on va avoir aussi des baisses de consommation qui vont être intégrées dans votre projet. Donc ça, c'est le premier scope. Après, bah, la mutualisation, on sait ce qu'on vous parle depuis le début, hein, de se dire, bah, si on a des bâtiments qui sont à proximité, qui ont des besoins qui sont vraiment assez intéressants, peut-être que plutôt que chacun fasse sa chaufferie dédiée, bah, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un équipement mutualisé et qui va permettre d'aller chercher notamment des gisements qu'on ne pourrait pas aller chercher tout seul. Et puis aussi pour des questions de coûts et d'investissement, hein, quand on mutualise, c'est quand même plus intéressant. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh ben, c'est les énergies qui vont venir alimenter ces projets. Donc, en priorité, on va aller chercher les énergies non délocalisables. Typiquement, c'est tout ce qu'on a évoqué sur le scope de la chaleur fatale. Si vous avez une industrie à tel endroit qui produit de la chaleur, bah, si vous avez un projet à proximité, ça tombe bien puisque l'industrie, elle va pas changer sa localisation du jour au lendemain juste pour être à côté d'un projet. Donc, quand on a ces opportunités sur le territoire, c'est ce qu'on va regarder en premier. Donc voilà, sous le scope de la chaleur fatale, ça va être les unités d'incinération, il n'y en a pas partout. Les data centers aussi, on a des endroits où ça se développe de plus en plus, hein, notamment en Île-de-France, où on a pas mal de projets qui voient le jour. Tout ce qui est station d'épuration des eaux usées, Étienne vous a montré aussi, enfin, on vous en a parlé sous la partie là sur la géothermie, où on peut aussi avoir de la récupération sur eaux usées, les industries, etc. Donc on va regarder en priorité ça.
Et puis ensuite, on va regarder les énergies non délocalisables. Donc là, on va intégrer sous ce scope la géothermie. C'est-à-dire que si vous avez un potentiel géothermique, il n'est pas forcément le même sur tout le territoire. Il y a des endroits où vous pouvez faire de la géothermie profonde, il y a des endroits où vous pouvez faire de la géothermie sur nappe. La géothermie sur sonde, globalement, je crois qu'on peut en faire à peu près partout. Après, on va avoir des réglementations qui peuvent être un peu différentes. Et puis, on a aussi tout ce qui est solaire thermique. Euh, voilà, où là, c'est aussi des énergies qui vont venir juste après ce qu'on va regarder sur la chaleur fatale. Et puis, en dernier, ça va être tout ce qui relève de la biomasse. Alors, la biomasse, avec tout ce que ça recoupe derrière, hein, Étienne nous a montré, hein, de la plaquette, des bois déchets, bois recyclés, etc. Donc tout ça, ça rentre dans le vocable biomasse. Même Anna Delin aussi, on a des territoires, on a des filières comme ça qui se développent. Donc on va en fait regarder un petit peu comme ça, avec cet entonnoir, les énergies renouvelables. Et notamment, l'ADEME sera vigilante à la mise en place de cet entonnoir dans l'instruction des dossiers pour avoir droit aux aides. Juste pour vous montrer, voilà un exemple de ce qu'on peut faire aussi, toujours dans une analyse d'opportunité ou dans les supports qu'on fait pour les sensibilisations. Dans le cadre de l'outil en réseau, on a commencé, nous, à identifier un certain nombre de gisements, notamment sur la chaleur fatale. Et puis, on a aussi tout un jeu d'analyse thématique qu'on a développé sur les différentes entrées par filière. Donc, pareil aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien dans le chat. Mais là, voilà, pour vous montrer sur une des communes, on identifie par exemple plusieurs usines. Alors après, il faut évidemment creuser de savoir si les gisements sont bien disponibles, à quelle température, dans quelle mesure ils peuvent fournir et alimenter un réseau de chaleur. Donc tout ça, on le creuse après, mais déjà en tout cas d'identifier les potentiels sur un territoire ou une station d'épuration. Le solaire thermique, on peut estimer, on estime souvent par rapport à l'eau chaude sanitaire parce que ça aussi, ça limite que ça produit quand même beaucoup en été et peut-être un peu moins en hiver. Donc c'est bien d'avoir des zones où on a pas mal de besoins en eau chaude sanitaire. C'est ce que Étienne disait, hein, notamment sur le projet de pompe où on alimente une piscine. Donc là, typiquement, c'est des équipements qui sont intéressants. Et puis, la géothermie, il y a des cartes aussi aujourd'hui qui permettent un petit peu d'appréhender, en tout cas en première approche, des potentiels géothermiques sur un secteur. Je laisse Étienne pour la suite, notamment voilà, sur les différentes étapes du projet. Donc, on a évoqué pas mal l'opportunité, mais il y a aussi la suite. Merci Cindy. Oui, je vais vous représenter un petit peu maintenant quelles sont les étapes pour pouvoir se lancer dans un projet de création de réseau de chaleur sur votre commune. Donc, on est déjà dans la première étape ici aujourd'hui. C'est une première étape d'acculturation sur les sujets des réseaux de chaleur, se sensibiliser, avoir quelques clés, identifier qu'est-ce qu'un réseau, est-ce qu'il pourrait être opportun pour mon territoire. Et une phase qui est la phase numéro un que vous voyez juste ici, qui est la phase d'identification d'un projet pour savoir si, techniquement parlant, sur mon territoire, un projet de réseau de chaleur pourrait être envisageable et voir du coup quels pourraient être les bâtiments qui pourraient être raccordés à ce réseau et quel pourrait être une première identification de tracé de réseau sans se poser la question pour l'instant de la typologie d'énergie renouvelable qu'on ira mobiliser pour produire cette chaleur. Donc pour aller un peu plus dans le détail, c'est une étape qui peut être accompagnée donc à la fois par des acteurs locaux que vous avez sur vos territoires, vos opérateurs de contrats chaleur renouvelable territoriaux, qui sont donc des relais du fonds chaleur de l'ADEME il y en a en général un par département. Les différents animateurs, bois énergie, ENR, géothermique, que vous avez sur le territoire qui peuvent aussi vous accompagner dans cette phase d'identification de projet. Ou aussi, si vous avez besoin, nous, côté CEREMA et côté Amorce, on est aussi là pour vous accompagner et faire ce travail avec vous d'identifier quel bâtiment pourrait être accordable sur le territoire et quel pourrait être le premier tracé, le premier scénario de tracé qui pourrait être identifié sur le territoire pour se dire si oui ou non on se lance dans une étude un peu plus poussée sur ce territoire. Donc voilà les différentes étapes de ce qu'on appelle la partie acculturation et identification d'un projet.
Donc, c'est des étapes qui sont gratuites, puisque c'est en partie financé par l'ADEME pour vous accompagner sur le territoire. Donc, juste après ce webinaire, on reprendra contact avec vous pour pouvoir vous mettre en relation soit avec le relais local qui est le plus proche de votre territoire et le plus pertinent sur votre territoire, ou avec nous pour pouvoir aller un peu plus loin sur cette sensibilisation qui est gratuite et pas d'avance de frais nécessaire pour la commune sur cette première étape. Donc ça, c'était l'étape d'acturation et d'identification du projet. Ensuite, lorsqu'on aura bien identifié qu'on a bien eu des bâtiments structurants pour notre réseau, un premier tracé, et la fameuse densité thermique linéaire qui est pertinente pour dire si oui ou non on peut se lancer dans un projet de réseau de chaleur. La deuxième étape, c'est d'aller se faire accompagner par un bureau d'études pour réaliser une étude de faisabilité. Donc, c'est une étude qui va reprendre les premiers éléments identifiés dans les premières étapes, mais qui va aller un peu plus loin dans le scénario, identifier, contacter tous les premiers prospects sur le territoire, les bâtiments qui pourraient être accordés sur le réseau de chaleur pour voir s'il y a un intérêt de les raccorder, identifier les différentes sources de NR possibles sur le territoire, mais aussi vous donner des clés à la fois techniques, juridiques et économiques sur combien pour écouter le projet de réseau de chaleur, quelles sont les aides disponibles pour pouvoir lancer ce réseau, mais aussi quels sont les montages possibles, les montages juridiques possibles pour pouvoir porter ce réseau de chaleur par la collectivité et voir si on fait un investissement côté collectivité ou on propose à un privé d'investir dans le projet sur le territoire. Et Donc, pour aller un Étienne, sur oui. la phase que tu viens de présenter, il y a Nicolas Robert qui demande si il s'agit d'une étude de faisabilité ou d'un schéma directeur. Peut-être expliquer la Alors, différence. une étude de faisabilité, on est dans le cas d'une commune qui n'a pas encore de réseau de chaleur sur son territoire. Et il existe un document qui se rapproche de l'étude de faisabilité qui s'appelle le schéma directeur des réseaux de chaleur, où en fait, c'est plutôt dans le cas où on a déjà un réseau de chaleur sur le territoire, un ou plusieurs réseaux de chaleur sur le territoire. On vient faire une étude pour identifier si ces réseaux ont besoin un peu plus de maintenance et identifier si on a des opportunités de venir étendre ces réseaux existants ou changer le mode de NR valorisable sur le territoire. Donc, la faisabilité est plutôt dans un cas où on crée un nouveau réseau et le schéma directeur des réseaux de chaleur est plutôt dans le cas où on va venir étendre, moderniser ou verdir les réseaux existants sur le territoire. Un peu plus dans le détail du coup sur cette question de étude de faisabilité. Donc c'est une étude qui est accompagnée par un bureau d'études que la collectivité, soit la commune, soit le PCI, va venir consulter pour le projet de territoire. Donc, ça nécessite la rédaction d'un cahier des charges pour consulter des bureaux d'études qui vont donner vraiment, aller un peu plus en détail sur les différents scénarios, donner des clés techniques, donner des clés juridiques, donner des clés réglementaires sur le projet possible de réseau de chaleur sur le territoire et enfin rendre une étude de faisabilité complète qui sera présenté aux élus de la collectivité pour décider si oui ou non on se lance dans la création d'un projet sur le territoire, quel type de projet, quel type de NR prendre sur le territoire et quel type d'investissement. Pour vous donner quelques outils économiques, une étude de faisabilité coûte en moyenne entre 5 000 et 10 000 euros, mais ça peut monter jusqu'à 40 000 euros pour le cas de très grandes communes, typiquement des grandes communes d'Île-de-France avec beaucoup de consommation, beaucoup de bâtiments et différentes sources de NR possibles. Et ces études sont financées entre 50 et 70% par l'ADEME. Donc, une étude qui coûte 10 000 euros pour une collectivité de la taille de Pont, par exemple, viendrait avoir un reste à charge environ entre
à 5 000 euros pour la commune sur le territoire. Donc, c'est des études qui sont à chaque fois financées en partie par l'ADEME sur ce territoire. Même si à la fin de l'étude, on décide de ne pas se lancer dans un réseau de chaleur, l'étude est quand même financée. Donc, pour vous accompagner, Amorce et l'ADEME avons mis en place un modèle de cahier des charges Word que vous pouvez reprendre, modifier en utilisant vraiment tous les enjeux de votre territoire pour pouvoir consulter un bureau d'études pour faire cette partie d'accompagnement à l'étude de faisabilité. C'est un modèle qu'on vous donne à chaque fois et que c'est un modèle qui est à reprendre pour pouvoir être subventionné par les aides de l'ADEME. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez utile puisque vous n'avez pas besoin de vous lancer dans la rédaction de A à Z d'un cahier des charges pour pouvoir consulter un bureau d'études. Il existe aussi des différents annuaires de bureaux d'études pour pouvoir consulter. Donc, on peut vous les transmettre à chaque fois. On vous les transmettra après l'accès à l'annuaire des différents bureaux d'études qui peuvent faire ce travail d'étude de faisabilité. Quelques éléments maintenant sur combien ça coûte en temps humain sur le territoire pour la collectivité de se lancer ce type d'études. Donc sur les 3 premières phases que je vous ai présentées, du coup de l'acculturation à l'étude de faisabilité, doit être mis en place au sein des services de la collectivité, mis à disposition un agent qui va venir faire le travail d'identifier, de prendre contact avec les relais locaux sur le territoire, organiser des réunions de restitution avec les élus et rédiger ce fameux cahier des charges pour aller consulter un bureau d'études. Et donc, dans les projets qu'on a accompagnés, on estime qu'il faut entre 0,2 et 0,3 ETP pour faire ces différentes étapes de structuration du projet, mettre à disposition au sein des services de la collectivité. Même si on se fait accompagner par un bureau d'études, il faut quand même garder un peu de temps pour pouvoir consulter le bureau d'études, identifier qui choisir et organiser les restitutions sur le territoire. Et ensuite, sur la partie 3, qui est la partie réalisation, qui se déclenche après l'étude de faisabilité, c'est là où on déclenche les différents travaux pour pouvoir créer ce réseau de chaleur, les travaux de la chaufferie, les travaux de réseau, les travaux dans les sous-stations. Là aussi, il y a besoin on peut se faire accompagner par un bureau d'études pour faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en fonction des typologies de projets, on a besoin aussi de mettre en face des agents dans les services de la collectivité pour suivre les travaux, suivre le projet. Donc en moyenne, on estime entre 0,4 et 0,5 ETP pour ce type de projet à mettre à disposition. Voilà un peu au niveau temps humain à mettre à disposition côté collectivité. Maintenant, je vais redonner la parole à Cindy, qui va vous redonner un peu quelques éléments sur les aides disponibles pour pouvoir porter ces projets, mais aussi quels sont les montages juridiques possibles pour la collectivité. Peut-être juste de dire aussi sur les dernières phases que tu as présentées, Étienne. Effectivement, donc on a à chaque fois, on s'accompagne d'un bureau d'études sur la phase d'études de faisabilité, notamment qui va rédiger l'étude. On peut aussi faire appel en plus à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui peut venir voilà, vous aider dans la rédaction du cahier des charges si vraiment on n'est pas du tout familier de ces exercices, dans la partie consultation des BE et voilà, pour retenir le BE, voire suivre le travail du bureau d'études pour voilà, un petit peu décrypter ce qu'il fait. Et pareil, sur la partie un peu plus opérationnelle, vous pouvez aussi vous faire appuyer en plus par des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont aussi finançables dans le cadre des enveloppes du fonds chaleur. Voilà, juste petit complément. Donc, du coup, voilà, sur les aides, donc on a déjà évoqué la grosse enveloppe aujourd'hui qu'on va mobiliser sur ce type de projet, c'est le dispositif du fonds chaleur de l'ADEME. À savoir que le fonds chaleur, aujourd'hui, on a pas mal de territoires qui sont dotés de contrats chaleur territoriaux. On peut en avoir des patrimoniaux aussi dans certains cas, par exemple une région qui peut contractualiser pour tous ces lycées. Mais là, voilà, sur les territoriaux, ça vous permet en fait d'accéder aux aides du fonds chaleur, globalement, peu importe la taille de votre projet, ce qui n'était pas toujours le cas sur le format des aides nationales, où on avait un peu des seuils à avoir par type de projet.
Donc, quand on a ces contrats-là, c'est quand même intéressant parce que voilà, tout type de projet chaleur renouvelable est potentiellement finançable. Donc, on a à la fois des finances, enfin des aides pour les études, ce qu'on a évoqué, donc les études préalables. On intègre aussi potentiellement des missions d'ANO qui peuvent être aussi financées. Et puis, on a toute une partie sur l'investissement. Donc, une fois que vous avez fait l'étude et qu'elle est concluante et que vous avez envie de vous lancer dans la partie opérationnelle, à se dire, OK, bon, bah, on y va. Vous avez voilà, aussi des aides sur le projet en lui-même, à la fois sur les canalisations que vous allez tirer entre les bâtiments. Donc, il y a des barèmes après hein, qui sont spécifiques en fonction du diamètre des canalisations. Enfin, voilà, vous avez plusieurs tranches. Et puis aussi sur les sites de production, qu'ils soient en biomasse, en géothermie, en solaire thermique, sur de la valorisation chaleur fatale, donc avec des équipements spécifiques. Voilà, donc on a vraiment tout le scope des équipements nécessaires pour le bon fonctionnement d'un réseau de chaleur qui peuvent être intégrés dans ces enveloppes. Aujourd'hui, voilà, on a des règles de subvention. Donc ça, de toute façon, c'est l'instruction qui va faire. Donc, on ne peut pas vraiment dire combien de pourcentage d'aide vous allez avoir. Ça, faudra vous rapprocher des DR, des directions régionales locales, même si voilà, il y a des forfaits, etc. Mais chaque critère est spécifique et chaque dossier est instruit en fonction voilà, du coût et du prix de sortie de la chaleur. Vous pouvez aussi mobiliser d'autres types d'aides, pardon, notamment les certificats d'économie d'énergie, voilà, qui peuvent être aussi mobilisés, notamment sur les premiers établissements de réseau de chaleur. Donc, on a notamment sur l'aide au raccordement de bâtiments qui peuvent être mobilisés dans le montage financier global. Et puis après, on peut avoir aussi les aides des collectivités, les régions, par exemple, qui peuvent aussi aider. Et puis, les aides de l'Europe aussi, on peut aussi aller essayer de chercher des aides sur les enveloppes européennes. Voilà un petit peu sur tout ça. Mais n'hésitez pas à mettre en tout cas dans la boucle vos directions régionales de l'ADEME locale pour vous aider à identifier un petit peu les bonnes portes d'entrée. Il y a un dossier de subvention à monter, bien évidemment. Cindy, il Sur y a une les... question Ouais. de Thomas Margerie sur est-ce qu'il y a des interlocuteurs fiables pour les C2E? Les interlocuteurs fiables pour les C2E. Alors, en fait, sur les C2E, il y a plusieurs possibilités parce que quand on est sur un premier établissement de réseau de chaleur, il y a beaucoup de cas où on vient mobiliser les C2E dès le début. Donc, c'est-à-dire, enfin, je vais essayer d'être clair, les C2E, généralement, c'est plutôt tourné pour les bâtiments qui vont se raccorder. Donc, c'est-à-dire que les bâtiments qui vont se raccorder, vous avez des fiches hein, pour les certificats d'économie d'énergie qui vont vous dire, bah, dans le cas où vous changez votre équipement de chauffage pour vous raccorder à un réseau de chaleur, voilà, il y a une fiche standardisée qui encadre les aides que vous pouvez avoir pour faire ça. On a aussi des C2E coup de pouce par rapport à certains types de chauffage. Et donc, tout ça, en fait, ça peut être mobilisé dans l'enveloppe financière. Donc, suivant si c'est la collectivité qui va porter l'investissement ou suivant si c'est le délégataire, il va pouvoir le mobiliser dans l'opération globale. Donc, vous allez avoir une ligne C2E qui apparaît, qui va venir s'ajouter, en fait, aux subventions que vous pouvez avoir côté fonds chaleur, etc. Et ça va laisser en fait temps en reste à charge sur la globalité du projet, mais ça veut dire que chaque raccordé ne va pas faire la démarche d'aller chercher ces deux-là. Donc voilà, ces montages, il faut juste que ce soit clair du début parce que du coup, ça va soit être à la charge du délégataire si c'est une concession, mais on y reviendra dans les modes de gestion, soit à la charge des abonnés si on l'intègre pas dans l'enveloppe du début. Et donc là, effectivement, on peut avoir plusieurs organismes de C2E, mais on pourra, je pourrais vous renvoyer les liens peut-être vers les fiches standardisées et ce dispositif particulier, mais généralement qui est quand même bien maîtrisé, en tout cas des gestionnaires, si vous partez sur des délégations. Je ne sais pas si tu vois, Cindy, il y a deux autres questions qui sont apparues, peut-être autant les traiter. Est-ce que c'est bien cumulable ces deux œufs et fonds Oui, chaleur? Oui. ouais, depuis quelques années, c'est cumulable. Historiquement, ça ne l'était pas et maintenant, ça l'est. Ouais. Donc, on peut cumuler les deux dans l'aide. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup. Et pour certains projets, ça permet quand même la sortie du projet en ayant ces enveloppes, ces deux.
Et est-ce que, alors plus globalement sur les aides, est-ce que les aides sont possibles sur les études visant à transformer un réseau technique en réseau de chaleur? Alors là, on va être sur des aides, si mes mémoires sont bonnes, parce qu'on a plusieurs types d'aides dans le fonds chaleur. Vous avez des aides pour la création d'un réseau et vous avez des aides pour l'extension. Donc, si vous avez déjà un premier réseau et que vous voulez l'étendre et le changer, enfin, du coup, passer sur un mode de service public, en fait, vous allez plutôt rentrer dans des extensions de réseau. Vous allez financer peut-être, voilà, des tronçons supplémentaires au réseau. Et dans ce cadre-là, on a des critères aussi spécifiques qui encadrent les extensions de réseau avec des respects de taux de NR, de densité thermique, etc. Donc, il y a des aides, elles sont instruites un petit peu différemment que sur un premier établissement de réseau. Euh, voilà. Donc, on peut aussi avancer. Ah, alors c'est est-ce que les C2E rentrent en compte dans le plafond sur l'encadrement des aides? Là, je vois une autre question qui est apparue, vu que c'est pas une aide publique, mais une aide Ah effectivement oui. qui provient en fait de financement privé. Alors, je sais, je voudrais pas dire de bêtises sur la manière dont l'ADEME instruit au final, puisque souvent ces lignes elles apparaissent. Ça permet quand même de bien faire sortir des projets qui ne sortiraient pas, mais je voudrais pas dire de bêtises sur le taux d'encadrement global. Est-ce que c'est pris en compte ou pas dans l'instruction? Je- Pour moi, c'est pas pris en compte. Donc, Ouais, c'est-à-dire que les aides des C2E ne rentrent pas en compte du plafond. Donc, plafond. on peut dépasser grâce au C2E. Bon ben voilà. Comme ça. Bon ben voilà. Ouais, ne rentre pas dans le plafond. Donc ça vient bien s'ajouter. Donc, c'est plutôt intéressant, hein. Donc, en tout cas, regardez bien ces dispositifs-là. On pourra vous renvoyer les fiches concernées. Juste pour dire donc sur la compétence réseau de chaleur, alors justement, on avait une question hein, sur les réseaux techniques et services publics. Pour dire un petit peu de quoi on parle quand on parle de réseau de chaleur, la première question à se poser, c'est est-ce que dans mon réseau, j'ai de la vente de chaleur à un tiers, donc à des bâtiments qui ne sont pas les miens en tant que maîtrise d'ouvrage du réseau. Donc, si c'est que des bâtiments de votre patrimoine que vous raccordez, qu'on n'a pas de vente de la chaleur, on va plutôt parler de réseau technique. Par contre, si on a vente de la chaleur et que la maîtrise d'ouvrage est portée par une commune ou un groupement de communes, typiquement une intercommunalité par exemple, là on passe sur la notion de service public de distribution de la chaleur avec des critères spécifiques au service public, mais que vous connaissez sans doute si vous travaillez dans les communes, notamment sur tout ce qui est continuité du service, égalité de traitement des usagers, d'avoir un budget spécifique pour ce service-là. Donc voilà, avec des critères un petit peu aussi particuliers dans le montage que vous allez choisir et aussi le temps à passer pour contrôler ce service public. Donc juste ça, c'était en préambule. Et puis après, bah, sur la compétence, elle peut être transférée. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est une compétence communale, mais on peut la transférer soit à l'interco. Alors ce transfert, il est obligatoire quand on est sur des communautés urbaines ou des métropoles, avec quelques cas où on a des métropoles qui ont redélégué cette transfert, enfin cette compétence à leur commune. Donc voilà, on peut quand même avoir le chemin inverse qui se fait. Mais on peut aussi déléguer à des syndicats d'énergie. Voilà, on a des exemples où c'est des syndicats d'énergie qui portent le projet, à des syndicats mixtes de déchets, par exemple. En Île-de-France, ça se fait aussi pas mal parce qu'on a pas mal de réseaux qui sont raccordés à des unités d'incinération. Et donc, ça peut être intéressant pour voilà, des économies d'échelle, de mutualisation de services, d'acquisition aussi d'une expertise, puisque on- cette délégation va permettre, par exemple, de porter plusieurs projets en même temps sur des territoires un peu plus larges et voilà, d'acquérir aussi une expérience, parce que généralement, sur votre commune, quand vous en portez déjà un, c'est bien, excepté pour des très grosses communes qui peuvent en avoir plusieurs. Dans les modes de gestion possibles, dans les grandes lignes, en fait, les questions que vous allez vous poser, c'est de savoir qui va payer et qui va gérer le service. Donc là, vous avez quatre grands modes de gestion possibles avec la dernière colonne
où bah, c'est pas vous qui payez, c'est pas vous qui gérez, donc c'est la délégation de service public sous forme de concession. Donc là, vous allez faire appel à un délégataire qui va investir dans l'infrastructure et qui va la gérer. Et lui, l'idée, c'est que à la fin de la DSP, il s'y retrouve, donc il a amorti globalement l'équipement. Et après, bah, soit vous repartez sur une nouvelle délégation, en tout cas, l'ouvrage vous revient et c'est vous qui décidez si vous le faites repartir en délégation ou sous un autre mode de gestion. Un cas particulier qui est l'affermage, où là, la différence, c'est juste que c'est la collectivité qui paye l'infrastructure, dans le fermier, quoi. Ça peut permettre d'avoir des taux plus intéressants, par exemple, si vous mobilisez des prêts collectivités par rapport à ce que pourrait avoir un privé. Ouais, donc, on n'en a pas beaucoup de ce cas-là, mais c'est des choses qui peuvent exister. Et puis, bah, le dernier cas où c'est la collectivité globalement qui paye et vous gérez aussi le service. Alors, vous pouvez déléguer une partie avec des marchés externalisés, hein, typiquement tout ce qui est réalisation, exploitation, maintenance. On peut aller même jusqu'à des marchés de performance globale, des marchés publics de performance globale. On voit aussi se développer sur ce type de projet. Et donc là, la collectivité paye et elle peut décider de gérer ou pas le service en interne, donc soit la régie internalisée, soit la régie externalisée. Après, je vois l'heure, il y a deux exemples, mais voilà, peut-être que vous pourrez les regarder. Un exemple où on a une régie totale sur une commune en Saône-et-Loire de 1000 habitants. Ici, on a une évolution progressive de ce réseau. Et là, c'est la collectivité qui gère tout. Donc voilà, donc vous avez un petit peu tous les éléments. C'est une chaufferie biomasse qui alimente plusieurs bâtiments. Et puis, je vous avez mis un exemple aussi de délégation de service public sur une commune de 1900 habitants, donc pas une grosse commune. Ça donne des fois des idées aussi sur des curseurs, jusqu'à quelle taille de projet je peux espérer avoir une délégation de service public. Ce type de projet, ça fait partie aujourd'hui, je pense, des plus petits réseaux en délégation de service public. Donc voilà, ça donne aussi des idées. Oui, sur les réseaux existants, 50% sont en régie et 50% sur DSP. Donc, en fonction de la typologie, vous avez vraiment le choix. Pour des très petits réseaux, la concession de service public n'est pas forcément idéale, puisque peu d'opérateurs privés voudront se positionner sur ces petits réseaux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et après, c'est sur la suite du webinaire et puis quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu aussi. Oui, il y avait Christophe Thierry, qui est CCRT dans le 83, qui avait levé la main, mais alors je ne sais pas s'il est encore là. J'attendais que tu finisses. Peut-être pas. Oui, bonjour, oui, Aïcha. excusez-moi, c'était juste au sujet des CE tout à l'heure, quand ta question était posée. Et dans les CEF, là, bon, donc moi je gère le contrat chaleur hein, sur le 83. Et effectivement, dans les demandes de subvention, on atteste ou pas avoir fait une demande de CE et c'est pris en compte dans le prorata de la subvention. Et l'ADEME va ajuster par rapport à la subvention possible à allouer sur le projet. Mais il faut le déclarer et l'ADEME demande à le savoir si on fait une demande ou pas de CE. Mais c'est possible. Voilà, merci. Merci. Alors, une question de Madame Maire. Oui, bonjour. Nous, on a un cas un peu particulier, 4000 habitants. L'hôpital, qui est un hôpital public, est en train de construire une chaufferie bon, de taille conséquente, évidemment, pour son établissement, et nous propose de nous raccorder, nous, vides. En face, nous avons trois bâtiments communaux, une école, un péri, etc. Donc, la question était de savoir s'il est possible qu'on soit, nous, clients de cette chaufferie qui appartient à l'hôpital. Est-ce qu'il existe un montage? J'ai déjà contacté l'ADEME, mais on n'arrive pas trop à savoir. Alors oui, ce cas arrive régulièrement. On est dans des cas où c'est une petite chaufferie qui vient raccorder que certains bâtiments de la collectivité à proximité. Donc il y a des montages possibles. Donc on serait plutôt dans le cas d'un réseau privé Oui, euh, avec un montage possible soit en ASL, donc c'est une association syndicale libre ou une AFUL
où la collectivité et l'hôpital rentreraient du coup dans une structure juridique commune. Mais ça bloque du coup l'extension possible d'un possible réseau public sur le territoire, puisqu'on serait vraiment bloqué uniquement sur ces différents bâtiments. Nous, on a quelques exemples, donc on pourra vous envoyer par email après ces quelques exemples de retour d'expérience sur ce type de projet si vous souhaitez. Ah oui, volontiers. Merci. Et par ailleurs, si je ne sais pas à quel stade vous en êtes de votre projet, mais si vous êtes enfin, si vous partez en étude de faisabilité ou si vous avez déjà fait une étude de faisabilité, dans des cas un peu complexes de montage où on voit voilà qu'il va y avoir des limites entre qui fournit la chaleur à qui, avec peut-être des contrats de fourniture de chaleur à prévoir, etc. Vous pouvez aussi demander des focus spécifiques sur les modes de gestion possibles et voilà, demander à un bureau d'études d'étudier clairement cette partie montage juridique pour que vous ayez aussi bien en tête les forces et faiblesses des différents montages qui se présentent et peut-être voir s'il y a quand même des possibilités que la collectivité porte avec un contrat de fourniture de la chaleur, mais en ayant aussi peut-être des moyens qu'il faudrait mettre. Enfin, voilà, d'explorer en tout cas des possibilités. C'est possible dans l'étude de FESA sur la partie juridique et c'est des choses qu'il faut pas hésiter à faire et à demander. D'accord, merci beaucoup. Alors, la dernière question qui est arrivée, celle de Corentin Digne. Dans le cadre de la conception d'un nouveau réseau de chaleur et d'une nouvelle chaufferie, est-il envisageable de récupérer la chaleur perdue dans le bâtiment accueillant la chaufferie via un mini réseau secondaire afin de chauffer un bâtiment mitoyen? Parce que Alors là, moi, je dirais, ça nécessite une étude dans une étude. Alors, toute chaleur qu'on peut récupérer, c'est toujours intéressant. Après, ça va se poser la question du régime de température qu'on va pouvoir atteindre et de se dire est-ce que c'est suffisant pour chauffer le bâtiment qui est à côté. Alors, à voir la construction, est-ce qu'on a des émetteurs type, par exemple, plancher chauffant qui peuvent chauffer avec de la très basse température ou pas. Et du coup, est-ce qu'il faut rajouter une pompe à chaleur pour rehausser? Et du coup, économiquement, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Donc, voilà, il faudrait creuser un petit peu sur ces éléments. Mais aujourd'hui, on récupère, on peut récupérer beaucoup de chaleur, en fait. Après, c'est de savoir comment on peut la valoriser avec quel régime de température et quels besoins à couvrir en face. Étienne, je sais pas si tu veux compléter, mais... Oui, et dans le cadre des nouvelles chaufferies qu'on voit émerger sur les territoires, une chaufferie, bâtiment chaufferie biomasse par exemple, l'avantage d'avoir un gros système, c'est qu'on a une efficacité énergétique qui est plus importante que sur une petite installation. Et on voit émerger quand même beaucoup de dispositifs de récupération de chaleur, typiquement sur les fumées, où on vient condenser les fumées pour pouvoir les récupérer la chaleur et on la renvoie directement dans le réseau. Donc on a déjà des dispositifs plutôt bien avancés sur ces chaufferies qui permettent de récupérer la chaleur et la renvoyer directement dans le réseau. Après, c'est vrai que dans les chaufferies biomasse, il y a quand même une bonne température. On atteint souvent, même en hiver, les 25 degrés facilement juste avec la chaufferie, mais il y a quand même pas mal déjà de dispositifs qui permettent de récupérer directement sur la chaufferie. on a aussi parmi nous aujourd'hui Rémi Vasseur, qui est responsable énergie pour l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, et qui voulait prendre la parole. Alors, hop, je regarde s'il est disponible maintenant pour vous parler des coopérations à faire avec les bailleurs sociaux localement. Je sais pas, Rémi. Oui, Ouais, bonjour. parfait. J'étais pas sûr si on allait nous donner la parole. Finalement, j'ai pas tout à fait préparé le pitch, mais oui, comme ça a été dit, donc là, en tant que collectivité, dans tout le process qui vous a été présenté, il y a identifié les acteurs et les besoins autour de vous. Et en fait, les bailleurs sociaux à deux niveaux ont des informations très intéressantes à vous donner sur ce sujet déjà, puisque bon, ils sont présents dans vos territoires en tant qu'usagers actuels de chaleur, mais surtout ils ont des plans sur ce qu'ils vont faire en termes de rénovation dans le futur et donc dans la vision de non pas l'énergie aussi à date, mais l'énergie future dont ils auront besoin. Donc ça peut vraiment alimenter de manière très pertinente vos réflexions et aussi dans ce qui a été évoqué
juste avant sur les réflexions autour de justement céder de la chaleur et donc tout ce qui était transformer des réseaux techniques en réseaux de chaleur qui a également été évoqué en cours de présentation. Voilà, une fois que vous avez des bailleurs présents sur vos territoires qui ont des trajectoires de réhabilitation thermique d'ampleur prévues sur leur parc, en divisant leurs besoins de chaleur de leur côté, ils peuvent libérer des capacités pour vos bâtiments communaux, pour tout ce qui est école, gendarmerie, EHPAD, etc., qui ont été évoqués dans le périmètre immédiat. Et donc, une fois qu'on croise effectivement les outils type en réseau avec les besoins actuels, les premiers tracés, les premières indications de densité thermique, et qu'après on projette ça également avec les évolutions des consommations et de libération encore davantage de ressources, ça peut accélérer l'opportunité sur vos territoires. Donc n'hésitez pas à les associer dans vos démarches là, de réflexion également, ce qui était évoqué autour des schémas directeurs, etc. Il n'y a pas que le logement dans le logement social, il y a effectivement aussi ces enjeux d'énergie que vous pouvez raccrocher avec eux. Ils seront ravis de contribuer à vos réflexions sur vos territoires. Parfait, merci Rémi. On vous a affiché un petit sondage. Alors, pour la suite, on l'a dit au début, mais si vous aviez déjà laissé votre email sur la page en test de potentiel, on va revenir vers vous si besoin en fonction de vos profils pour vous mettre en relation avec un interlocuteur pour la suite. Si vous n'avez pas déposé votre email, bah, vous pouvez aller sur la page test de potentiel et le laisser ou le laisser là dans le petit sondage qui s'affiche. Et puis voilà, tout ce qui est ressources sur le sujet, il y a un réseau qui s'est créé en début d'année qui s'appelle le réseau des initiateurs de réseau de chaleur et de froid sur la plateforme Expertise Territoire. Pareil, on vous met le lien, on vous envoie la présentation à la suite du webinaire avec le replay également pour le partager autour de vous. Et puis, on fait un petit email synthétique avec tous les liens dont on a parlé. Je pense, Cindy, aux fiches C2E dont tu parlais. Il y a deux personnes voilà, qui avaient l'air de vouloir creuser un peu le sujet. Donc, ça fait partie des éléments qu'on pourra vous partager. Très bien. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On a encore un petit peu de temps. En tout cas, nous, on est disponible. Donc, si on serait passé à côté d'une question aussi dans le chat. Oui, du coup, juste pour la suite, on vous enverra un mail d'ici cette semaine pour pouvoir aller faire un peu un point sur quelles sont vos attentes pour la suite, si vous avez déjà une étude d'opportunité sur le territoire ou si vous voulez être accompagné par un interlocuteur local ou par Amorce le CEREMA pour faire les étapes qu'on vous a présentées. Et n'hésitez pas à nous faire par mail des petits retours ou si vous avez des questions supplémentaires, typiquement sur le cas de l'hôpital, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On vous remettra du coup dans les mails récapitulatifs nos adresses mail respectives pour pouvoir nous poser toutes vos questions. Parfait. Merci à tous. Merci Florence, Étienne et Cindy. Merci Rémi. Et puis à très vite. N'hésitez pas, vous savez que maintenant qu'on est disponible pour vous accompagner. Eh ben, merci à Bonne tous journée à tous. et bon après-midi. Oui, bon appétit et bon après-midi.